Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On est parti pour une émission un petit peu longue aujourd'hui, même si il y aura pas mal de choses intéressantes à dire dedans, donc prenez le temps si vous le pouvez. On démarre cette semaine avec un biais assez nettement marqué, mais attention à tenir les clôtures daily, donc faut pas non plus trop s'exciter tout de suite. Mais on va parler bien entendu de la session en cours sur les cryptos, on va parler du gros point d'interrogation sur les actions cette semaine, dû évidemment à l'attente des catalyseurs externes. Donc on va regarder sur quel niveau de valorisation se sont posés les différents indices en clôture hebdomadaire et voir ce que ça peut donner au vu des clôtures mensuelles dont on a parlé dans les émissions hebdomadaires et surtout donc voir les gros machins qui nous attendent cette semaine et on va parler très succinctement également des thématiques de la stagflation puisque je commence à voir dès ce matin différents traitements analytiques sur ce sujet que j'ai déjà largement abordé avec vous, puisque ça reste pour moi la thématique principale des prochaines années et la plus probable. Maintenant, je préfère être franc avec vous, j'ai toujours détaillé que je pensais que ce qu'on aurait ressemblerait, enfin, que ce qu'on risquait d'avoir dans les prochaines années, s'il fallait trouver un équivalent historique, même si ce qu'on a est une situation unique en son genre, ce qu'on a de plus proche en histoire, pour le comparer, ce serait la stagflation. Maintenant, qu'on soit bien clair, j'ai jamais dit on va rentrer en stagflation. Ça n'a probablement rien à voir. J'ai juste dit que les métriques qu'on allait avoir correspondraient probablement le plus à un historique de stagflation. Et évidemment, putain, ça rate pas. Direct, on a de l'inflation, ça c'est ce qu'on a vu dans les dernières semaines. Et puis, comme on voit, ou en tout cas on s'attend, on a des marqueurs principaux qui laissent à entendre que le chiffre du GDP cette semaine va pas être très très bon, ou en tout cas pas en ligne avec les attentes, ou bref, on va avoir un ralentissement de la croissance. Donc, on commence à se dire, ralentissement de la croissance, ou enfin ralentissement du rythme de la croissance, hausse du rythme de l'inflation égale, oh putain, tout de suite, qu'est-ce qu'on a dans l'historique pour creuser ce genre de marché? La stagflation. Donc évidemment, je m'attendais à ce que ces thématiques-là arrivent dans les journaux, etc. Et ça rate pas, donc ça y est, c'est l'heure de la stagflation après le Covid, le Delta variant, tous les autres trucs, l'inflation, on arrive donc sur, ah putain merde, peut-être que c'est la stagflation. Donc ça va être la thématique des prochaines semaines, pricer le risque de la stagflation. Donc la stagflation, comme je vous l'ai toujours dit, attention, c'est un modèle. On ne sera pas en stagflation parce que le problème d'une stagflation, c'est qu'il y a toujours une base systémique de déstructuration de l'offre et de la demande pour la causer. Et que ces éléments exogènes, ici, sont donc changeants dans chaque période dite de stagflation. Donc ce qu'on a ici ne peut pas être comparé à la stagflation des années 70-80. C'est juste de comprendre que c'est un modèle de base qui nous permet de réfléchir plus correctement. Donc attention tout de suite aux analystes qui vous disent, voilà, attention, dans la période 70-80, voilà les investissements qu'il fallait faire pour gagner de l'argent. Bon, je ne vais pas vous mentir, la conclusion à laquelle ils arrivent tous, c'est, de toute façon, tout était pourri pendant cette phase-là, sauf l'or, donc achetez de l'or. Oh putain, bordel de merde. Donc non, l'or on n'achète pas, en tout cas pas pour l'instant, et c'est pas du tout le même type d'actif qui risque de performer dans ce type de stagflation qu'on aura ici. Mais bien de comprendre, et je vais rester très succinct ici, mais ce sera la thématique de l'émission hebdomadaire, qu'il va falloir arrêter dans les prochaines années de penser simple, de penser global, de raisonner indice et paquet de valeurs. Il va falloir rentrer à l'intérieur de chaque valeur pour aller chercher des poules de croissance, parce qu'il y en aura, oui, on ne va pas du tout dans un marché sans croissance, on va dans un marché à la faible croissance disparate. C'est-à-dire que certains secteurs concentreront probablement l'essentiel de la croissance, là où d'autres secteurs vont clairement entrer en récession totale. Je parle ici de tout ce qui est vieille boîte surendettée qui tient au fil des paiements du Covid. Tout ça, ça va crever et ça ne va pas juste créer des petits problèmes, ça va créer d'énormes problèmes sur les valorisations des actifs en risque. Donc on va faire attention, évidemment, les valorisations vont être aussi K-shape recovery qu'elles auraient dû l'être dès le début. C'est-à-dire l'économie réelle, elle l'a repris en forme de K, c'est-à-dire qu'une partie de l'économie est toujours sous une pression énorme, alors qu'une autre a récupéré une forme de croissance due aux pertes des autres. Donc attention, c'est un peu cette même chose qu'on va voir maintenant dans l'ensemble du secteur action, qui pour l'instant a été traité comme un tout. En fait, le pognon déferlé dans le marché, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a investi ce pognon partout, n'importe comment. Maintenant qu'on a plein d'investissements de très mauvaise qualité, on va faire cette fameuse K-shape recovery dans le marché. C'est-à-dire que maintenant, on va avoir un marché global qui stagne, un S&P 500 qui ne progresse plus, parce qu'on va avoir à l'intérieur du S&P 500 des boîtes qui vont crever,
mais vraiment crever sur la charge de la dette et le manque de revenus. Et on va avoir d'autres boîtes qui sont en croissance et qui vont pouvoir éventuellement compenser les pertes des autres. Mais le problème actuel des indices, ce n'est pas ça. Ça, c'est le problème de fond des prochains mois. Le problème actuel des indices, c'est que 30% des valeurs sont dues à 7 boîtes qui sont complètement dans la stratosphère en termes de valorisation et dont les publications vont se concentrer cette semaine. C'est donc la raison de cette émission. Bien de comprendre que ce secteur, à lui tout seul, que sont les GAFAM, ça va publier en gros cette semaine, et attention, parce que les niveaux de valo sont clairement stratosphériques. Tout le monde est sur des ATH pour la plupart de ces actions-là, et en tout cas, bon voilà, on va prendre Apple comme référent. Moi, ça me semble complètement hors de tous les métriques de valorisation qu'on connaît par rapport à ces trucs-là, et attention aux déceptions. Donc, moi, ça va être ça que je vais regarder cette semaine. Est-ce que les indices vont se prendre une mandale à cause des 7-8 grosses valeurs qui pèsent 30% de l'indice ? Ça me semble être toujours une probabilité. Donc c'est ça le risque cette semaine, plus que le chiffre du GDP, qui lui pourrait n'être qu'en fait une allumette en plus. C'est de dire, là clairement la pièce est blindée de gaz, et si au final les publications des GAFAM ne sont pas si mauvaises, il se peut très bien que jeudi ce soit le GDP qui envoie tout le monde à la cave et qui entraîne les GAFAM dedans. Donc on fait attention, pour moi les GAFAM c'est là que se situe le risque de bêta, c'est-à-dire le risque de volatilité qu'on pourrait voir sur les indices, et on en avait déjà parlé. Le truc c'est que pour moi les indices risquent de se manger une bonne baisse. La question c'est sous quelle structure. La structure la pire de toutes serait une explosion de la volatilité en direction des 50-60 due à une implosion des valorisations de nos GAFAM. Mais hormis ça, si les GAFAM elles vont juste dégonfler doucement leur valorisation au fur et à mesure que les particuliers achètent les supports, on continue de baisser, d'accord, on l'a dit, d'un environnement de dégradation globale dû au pricing du risque d'une stagflation, c'est-à-dire on arrête d'acheter des boîtes de merde surendettées qui font plus de bénéfices depuis je sais pas combien de temps. Mais attention, ça ne veut pas dire on va vendre toutes les boîtes endettées. Il y a des boîtes qui sont endettées en vue de produire de la croissance dans des secteurs qui pourraient l'apporter, comme par exemple les biotech, les secteurs du gaming, etc. Moi, à mon avis, ces trucs-là sont des portions de marché des secteurs d'activité qui peuvent produire une croissance assez forte. Dans ce cas-là, la dette, ici, est tout à fait normale. La croissance dans un monde capitaliste n'existe que par la dette à la base. Et la dette n'est pas malsaine. Il va falloir faire, encore une fois, attention à ne pas faire de généralité. Par contre, les vieilles boîtes qui ont 30 ans, qui tiennent qu'à la dette et au chèque Covid, tout ça, bye bye, terminé. Voilà. Donc attention, on risque d'avoir des faillites, ça risque de faire paniquer tout le monde, et donc attention à ne pas raisonner global. C'est pas parce que certaines valeurs se font défoncer que tout de suite, il faut tout vendre. Voilà. Ok ? Surveillez, comme je vous l'avais dit dans les briefs hebdo, les taux à 10 ans et le dollar, ce couple très intéressant qu'il faudra regarder. Pour l'instant, les premiers signes de ce début de semaine sont plutôt dans le sens de ce que je pense, c'est-à-dire comme moi je parie plutôt sur la thématique stagflation depuis déjà plusieurs semaines, il est logique que ce que moi j'ai en stratégie commence à se valider alors que la thématique commence à s'infuser dans, on va dire, les presses à Wall Street. Donc le dollar se remet à la baisse parce qu'on price l'inflation, et les taux remontent pas trop fort parce qu'on price une croissance molle, mais croissance quand même. Donc on forme les supports sur les taux, après avoir tenté d'accélérer comme des débiles la semaine dernière. Mais attention donc à ce qu'on ne travaille pas cette zone de support à un bon moment, et je m'attends à un rebond relativement mou sur les taux, mais rebond. Donc c'est exactement ce que je vois ce matin, ça tergiverse sur les taux, c'est ni haussier ni baissier, on essaie de trouver des supports, mais pour l'instant la structure d'achat est très faiblarde, donc c'est normal, on risque de former des petits ranges à court terme, mais j'attends toujours qu'on revienne chercher le niveau de validation vers les 1,50, et ça pourrait prendre plusieurs semaines, ça devrait même théoriquement le faire, ce qui serait le signe de validation de ce scénario en stagflation. Donc pour l'instant, ces deux métriques-là, je les surveille. Donc croissance modérée, mais tenue du support moyen terme sur les taux à 10 ans, c'est ce qui serait logique. C'est-à-dire dans ce cas-là, on ne pricerait pas les risques Covid, etc., fin du monde, reconfinement, mais juste le fait qu'on part probablement sur une croissance molle et asymétrique, et que dans ce cas-là, il y a beaucoup de gens qui se réfugient dans les taux, ce qui se réfugient dans des contrats obligataires, ce qui mécaniquement fait un peu baisser les taux. Mais pour autant, les taux restent maintenus parce qu'on a une reprise économique lente, mais reprise quand même. Et le dollar continue de se dévaluer parce que de toute façon, que ce soit la Fed ou le gouvernement, on ne s'attend pas à ce que ça arrête d'imprimer du bifton pour soutenir cette économie molle. Voilà.
Et ça, c'est toute la théorie de la stagflation. Bref, on en reparlera dans l'émission du week-end. Donc les indices, je surveille les clôtures ce soir, le rebond du VIX dans la zone dans laquelle on avait parlé. Le VIX est bien venu faire sa petite recharge à l'achat dans la zone des 17, ça paye. Donc attention maintenant à ce que on a un nouveau contrat du VIX qui tire jusqu'à la moitié du mois prochain. Donc attention à ce qu'on ne vienne pas taper la zone des 34-35. Et surtout, est-ce que cette zone va être résistante? Parce que je vous l'ai dit, si ce n'est pas le cas, c'est direction 50, 55, 60. Et ça, on l'a dit, cette thématique-là ne peut être alimentée que par un sell-off des grosses tech, qui est probable, d'accord, mais pas non plus à parier dessus. Voilà, soyons bien rationnels là-dessus. Je parie toujours pour l'instant sur un dégonflement progressif des valeurs technologiques, enfin des valeurs top 5, top 7, on va dire top 10, des gros gigacaps. Mais attention, je pense qu'elles vont former un top, je ne pense pas nécessairement qu'elles vont s'effondrer aujourd'hui. Voilà. Mais on doit rester ouvert à ces thématiques-là. Allez, sur les cryptos maintenant, c'est là où on a pas mal de choses à se dire. On va y passer probablement 10 minutes aussi. Waouh, belle reprise! Qu'est-ce que c'est que ce chandelier journalier? Je vous ai envoyé un tweet ce week-end, parce que c'est un peu tout ce que j'avais sous la main, pour vous dire, on travaille des niveaux de résistance techniques très intéressants. On était à ce moment-là encore ici. Et je vous avais dit, de toute façon, ça faisait partie des plans de voir comment on réagirait ici. Et de dire, si on reste toujours sur le narratif d'un dernier flush final, nani nanana, qui va chercher cette trendline, etc., il faut se planter à peu près par là. Il faut conditionner la formation d'une résistance et un repli baissier pour pouvoir maintenir la pression du narratif baissier. Et on l'avait bien dit, surtout, ce qui est important, c'est de comprendre que si on a une invalidation de la formation de résistance dans cette zone, on va probablement avoir un peu d'euphorie à court terme par la désescalade des pressions baissières. C'est-à-dire qu'on aurait probablement un mouvement haussier dû à la baisse des probabilités de mouvement baissier, mais ne pas mélanger ça avec « putain, ça y est, on est reparti en bull market ». Là, on n'est pas sur un marché qui est acheté, on est sur un marché qui dégage les vendeurs qui étaient trop exposés. Tout comme, je vous avais dit de ne pas vous exposer trop fortement à l'achat parce qu'il y avait la probabilité de vous manger la mèche basse, dont ces gars-là faisaient le pari, et je vous avais bien dit que ce pari était débile. Bon ben voilà, ceux qui ont fait ce pari-là, ils sont flushés en 5 jours par un marché qui leur a pas laissé la moindre opportunité de se barrer, évidemment. Donc regardez, la reprise, c'est one shot, aucun retour sur support, le grand classique. Ça, c'est surtout dû à des short coverage, soit des shorts qui se font liquider, soit des shorts qui se rachètent, etc. Le narratif baissier a pris du plomb dans l'aile, il est donc légitime qu'on chasse ceux qui avaient fait ce pari. Mais chasser les vendeurs, tout comme on avait chassé quelques acheteurs en levier ici, à mon sens, fait qu'on est toujours à l'équilibre. Donc c'est pas sur ces time frames de range hyper fucking matures en 4 heures, etc. qu'il faut raisonner. Donc ce matin, toujours pareil, les raisonnements débilos de ça y est, début de bull market, premier franchissement de résistance sur les... Mais c'est stupide. On fait que renvoyer la balle des bears qui ont tenté le coup et qui se sont plantés. Donc le premier truc qu'on peut voir maintenant, c'est que c'est la première fois qu'on a échoué à franchir le support, ce qui est quand même assez positif. Malgré les pressions baissières et le narratif baissier qu'on avait, les boules ont répondu présent. Ils repoussent sous les premiers niveaux de résistance, c'est tout. Voilà. Mais n'oublions pas que ces ranges sont matures et qu'on ne peut plus les regarder. Ce n'est pas sur ce time frame que la valeur est appropriée. Donc la valeur, elle s'extrapole sur le daily. Et le daily, il ne faut pas noter qu'il va se mettre à jour à la fin du mois, puisque les contextes daily se mettent à jour en mensuel. Donc attention, ces contextes vont être mis à jour dans quelques jours. Et la seule chose qu'on peut noter ici, c'est que oui, ce qui s'est passé est aujourd'hui significatif. C'est la première fois qu'on revient tester les valeurs médianes du marché crypto global, crypto total. Donc, c'est bien ce qui se passe. C'est la première des choses. Mais est-ce qu'on avait dit il faut vendre tout de suite ici? Non, ça veut dire on vient tâter les premiers prix qui pourraient théoriquement être attractifs par les vendeurs. Mais posez-vous toujours la question du contexte. Dans quel contexte on fait ça? On fait ça en chassant les vendeurs. On peut bien comprendre qu'à mon avis, ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut se repositionner à la vente, ni même essayer d'encaisser des profits, mais plutôt de dire, ok, on dégomme les vendeurs, cherchons des résistances tangibles. Pour moi, sur le crypto total, si on le prend comme référent, il me semble qu'il y a encore de la marge à la hausse. Maintenant, la question, ça va être, est-ce que là encore, on peut raisonner de façon globale en se disant, c'est bon, j'ai regardé le crypto total, j'ai le plan, du coup, je sais quoi faire, ou est-ce que justement là, la mécanique est plus complexe, comme on l'a dit, éviter les raisonnements simples. Ici, il faudrait aller vérifier tout de suite pour voir si la hausse est globale. Et on voit bien que ça n'est pas le cas. Toutes les cryptos se reprennent, oui, mais pas du tout de la même façon. Ici, le crypto total vient tester sa valeur moyenne. Tout comme on le voit, Bitcoin est en train également de le faire. D'accord ? Mais les autres cryptos,
Si je regarde Ethereum, la valeur moyenne, elle est là-haut, elle est à 3000. Alors attention, elle risque de baisser un peu, mais on va dire, valeur médiane d'un Ethereum, c'est plutôt 3000. Donc on en est très très loin. On est près de 30% moins que ça. Donc attention, il y a encore une grosse marge de progression. Atom, même chose. Les valorisations moyennes se trouvent près de 40% au-dessus des prix actuels. Donc, on voit bien que le narratif, c'est il y a de la place, mais cette place, elle n'est pas forcément répartie de façon égale. Il y a certains actifs qui pourraient avoir effectivement une place pour des aspirations haussières plus profondes. Maintenant, est-ce que ça va se mettre en place? C'est toute la question dont on va... c'est toute la problématique à laquelle on va essayer de répondre, notamment via la dominance. Et je pense que c'est là que se cache le démon en ce moment. On voit bien, et tout le monde l'aura vu, qu'on traite sous cette trendline où on a réussi tant bien que mal à quand même maintenir des sommets descendants la dernière fois, mais c'est très fragile. On traite ici toujours à proximité de cette zone-là, qui est la zone Fibo 23, et si elle venait à sauter, la prochaine zone, c'est donc un cluster technique autour du Fibo 38, c'est-à-dire une dominance plus proche de 53 et des poussières. Donc on va dire grosso merdo entre 52 et 54. Ça fait beaucoup plus haut en termes de dominance. C'est là qu'il va falloir regarder, tout comme je vous dis sur les indices, surveiller constamment ce lien entre taux et dollars. Pour les cryptos, surveillez-moi constamment le comportement de la dominance qui est maintenant sous résistance et qui pourrait donc très légitimement mettre en place une stratégie de reflux. Donc là, après le fait que Bitcoin ait lancé le message principal, Ethereum pourrait prendre la suite dans les prochains jours, prendre le lead, et ça on l'a vu, c'est un schéma qu'on connaît bien, dans l'ordre Bitcoin engendre le départ d'Ethereum, qui engendre derrière le départ des coins les uns après les autres, allant des plus qualitatifs vers à terme ceux qui le sont le moins. Donc dans ce cas-là, on devrait voir une rechute de la dominance, le range est maintenant mature ici, donc attention aux zones de squeeze et en reprise baissière éventuellement. On a retracé 23%, on peut tout à fait effectivement ici réamorcer une alt season, ou en tout cas, avant d'avoir une vraie alt season, qui veut dire bull market et tout ça, revenir sur une surperformance des alts, ou plutôt ici un rattrapage des alts après formation du bottom. Ok ? Donc il me semble que c'est ça la thématique des prochains jours. Surveiller les arbitrages et dans un premier temps surveiller l'arbitrage Ethereum Bitcoin pour voir s'il nous laisse à présumer que peut-être derrière on va avoir une reprise des autres alts un petit peu plus faiblement capitalisées. Ça me semble être la thématique spéculative des prochains jours et des prochaines semaines. Au-delà d'évidemment étudier la clôture mensuelle. Donc regardez ça, soyez plus intelligents et n'essayez pas simplement de réfléchir comme un tout. Je vous l'ai toujours dit, là aussi, certains des coins qui composent le crypto total sont des merdes qui vaudront probablement rien à terme. Par contre, il y a dedans probablement les pépites de demain, les Amazon, Google, Facebook, etc. d'aujourd'hui, qui à l'époque se sont révélés pendant la crise, pendant la bulle Internet, qui ont connu derrière la crise de 2008, elles y ont survécu et ont connu le boom derrière de croissance organique qu'on a connu ces dernières années et qui les a menées au niveau de valorisation stratosphérique où elles sont aujourd'hui. Voilà. Donc, dans l'idée, comprendre que les bonnes cryptos sont très loin de leur valorisation finale pour celles qui survivront et qui seront massivement utilisées dans le futur. On ne sait toujours pas, donc aujourd'hui on est en phase de recherche d'eux. On a quand même des candidats qui se dessinent. Mais donc voilà, attention à pas, encore une fois, aller trop vite dans ce schéma-là. Mais comprendre que si vous achetez toutes les cryptos aujourd'hui, vous commettez probablement une grosse erreur. C'est le schéma de la vague de hausse précédente, du breakout, où on achète tout et on verra bien plus tard, qu'il ne faudra pas reproduire dans ce potentiel réamorçage de cycle haussier. Et j'insiste bien sur le mot potentiel. Pour ça, il faudra valider une clôture mensuelle et probablement même la prochaine également, puisqu'on l'a déjà annoncé un petit peu dans le brief hebdo. Les clôtures mensuelles sur les cryptos ne vont pas nous donner une direction claire. Elles vont simplement probablement remettre en cause les mouvements baissiers et il faudra tenter de confirmer ça par un beau mois de septembre. Voilà, ceci dit, donc surveillance accrue, dominance, dollar, index et taux à 10 ans. Regardez-moi ce triptyque pour naviguer vos portefeuilles. Comprenez donc que les logiques directionnelles sont à éviter pour l'instant. Mais plutôt on va dire des logiques de range avec des ranges haussiers probablement sur les cryptos, des ranges baissiers sur les indices qui semblent être de loin les stratégies les plus profitables à mettre en place. Des dégradations sur les indices, des reprises haussières sur les cryptos, le temps de réduire un petit peu le spread de la corrélation inverse qu'on a connue sur ces actifs ces dernières semaines. Et ça pourrait durer, on l'avait vu, jusqu'à 1 mois. Donc considérez que le mois d'août pourrait théoriquement être le mois de la recorrélation, légère décorrélation baissière sur les indices, tout en maintenant une pression haussière sur les cryptos jusqu'à ce qu'on normalise tout ça. Et après, un nouveau cycle va démarrer, haussier ou baissier, c'est un gros point d'interrogation, bien malin celui qui a la réponse. Voilà.